Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 16e webinaire consacré au logiciel Autodesk Robot Structural Analysis Professionnel. Je suis François Augier et je serai aidé par mon collègue Guillaume Chazal qui répondra à vos questions tout le long de la présentation. Le sujet d'aujourd'hui sera donc les messages d'instabilité. Nous vous rappelons que les enregistrements de nos précédentes sessions ainsi que les présentations PowerPoint associées sont disponibles en téléchargement sur notre forum ainsi que sur cette diapositive. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le principe, nous souhaiterions vous rappeler quelques points essentiels concernant ces webinaires. Ces sessions de webinaires ont pour but de traiter un sujet particulier orienté support, c'est-à-dire dans l'optique d'apporter une ou des solutions aux problèmes et questions les plus fréquemment récurrentes sur le sujet. Ces sessions sont composées d'une phase qui alterne présentation et manipulation live dans Robot pendant 30 à 40 minutes environ. Les micros sont coupés, mais vous pouvez à tout moment poser vos questions via le panneau de questions de l'application GoToWebinar. Une fois la présentation terminée, le reste de l'heure est consacré à répondre à vos questions. Nous avons beaucoup de choses à vous montrer pour ce webinaire-ci, donc sa durée sera certainement supérieure à l'heure habituelle. Si on passe rapidement sur certains points, rappelez-vous que vous pouvez ensuite accéder à l'enregistrement de la session sur YouTube. Dans cette diapositive, nous avons regroupé les liens vers les ressources les plus couramment consultées, comme la page du forum dédiée aux articles techniques, la page vers la boîte à idées dans laquelle vous pouvez exprimer en français ou en anglais vos demandes de développement, et enfin la page dédiée aux commentaires des webinaires auxquels vous avez assisté et qui contient entre autres les réponses à l'ensemble des questions posées durant ces sessions. Nous profitons également de l'occasion pour vous rappeler que Autodesk Robot Structural Analysis Professionnel 2017.0.2 Hotfix est disponible. Il correspond en fait au Service Pack 2 et contient aussi le Service Pack et les hotfix précédents. Ce lien vous renverra vers la page du forum qui vous permettra de télécharger ces correctifs et de connaître la liste des corrections apportées. Donc dans ce webinaire, nous allons nous concentrer sur les messages d'instabilité affichés par le logiciel pendant l'analyse statique du modèle. Nous verrons les différents types d'instabilité, leurs origines, le fait de savoir quand on peut les ignorer, les erreurs fréquentes, ainsi que divers trucs et astuces. Le prochain webinaire sera consacré à l'API de robot et les macros. Alors nous avons décidé d'aborder pour ce webinaire le sujet de l'instabilité, car c'est une des questions les plus communément posées au service technique, ainsi qu'un des sujets les plus fréquemment abordés sur les forums consacrés à robots. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, il y a actuellement 60 posts sur le sujet. Les exemples montrés durant ce webinaire sont basés sur ces demandes, et nous espérons que cela vous évitera de rencontrer ce type de soucis ou de savoir comment les résoudre s'ils surviennent. Alors, tout d'abord, voici quelques explications sur les types d'instabilité reportés par robot. Le type 1, cela signale un élément de valeur nul sur la diagonale de la matrice de rigidité. Le type 2, c'est un élément de valeur nul sur la diagonale de la matrice de rigidité une fois celle-ci inversée. Et le type 3 indique une différence entre les valeurs maximales et minimales sur la diagonale de la matrice de rigidité inversée, qui est plus grande que la valeur prédéfinie. Cette limite prédéfinie est à environ 10 puissance moins 13, mais elle varie en fonction de la méthode de résolution sélectionnée. Elle peut être causée, par exemple, par une grande différence en taille ou en longueur d'éléments, mais aussi peut être affichée pour un modèle avec trop de relâchement. Donc maintenant, nous connaissons les différents types d'instabilité, voyant leurs causes possibles. Alors, une erreur très commune, surtout pour ceux qui débutent sous robot, c'est une mauvaise sélection du type de structure. Il faut comprendre ces types plutôt comme un moyen de réduire la taille des modèles, c'est-à-dire le nombre d'équations à résoudre, en éliminant des degrés de liberté, plutôt que le type de structure lui-même, surtout si vous avez à choisir entre modèles treillis et portiques. Notez bien que pour le type treillis, toutes les connexions entre les éléments sont des relâchements purs. Donc tout doit être triangulé par des montants et des diagonales, sans quoi des instabilités apparaîtront. Voyons un tel exemple avec un pylône de ligne haute tension sous robot qui aurait dû être modélisé en portique spatial. Donc là, effectivement, si on va dans le type de structure, on voit qu'on est en treillis spatial. Et si je lance le calcul,
instabilité, je fais échappement, j'ai plein d'instabilité, et ça se termine avec une erreur 3060, donc qui est liée au fait que on a ignoré des instabilités et donc le calcul modal ne peut pas s'effectuer du fait des instabilités qui ont été ignorées. Donc ce qu'il faut faire, c'est repasser en type portique spatial. Voilà. Et donc après, je vais vous montrer comment on peut, parce que là toutes les barres, donc toutes les connexions entre les barres étaient des rotules pures, et maintenant par défaut tout est encastré. Donc en fait, on peut appliquer des relâchements, déclarer des barres en tant que barre de treillis. On va dans les caractéristiques, avancer des barres, barre de treillis, et par exemple, on peut déclarer cette barre, voilà, en tant que barre de treillis. Pour les chaînes comme ici, en fait, on ne peut pas utiliser les barres de treillis, sinon on aura des instabilités. On va aller dans les relâchements et on va définir, on va enlever la rotation Rx et on va déclarer. Voilà, la barre est rotulée à ses extrémités comme ça. Ici, ces barres-là simples, ce sont des barres de treillis. Et donc là, enfin, faut faire pareil après pour tout le reste du modèle. Donc là, on n'a pas d'instabilité, le calcul se déroule correctement. Si on revient à la présentation, nous avons choisi là un exemple parfait pour illustrer les différences entre treillis en tant que type de structure, c'est-à-dire que l'on considère dimensionné par les efforts axiaux, avec l'hypothèse de ne pas transmettre de moment de flexion par ces nœuds, et les degrés de liberté disponibles dans le type de structure sélectionné. Donc pour ce type de structure, il faut sélectionner le type de structure portique spatiale, car les poteaux sont censés transférer la flexion, et il faut s'assurer que les treillis de toiture sont modélisés de telle façon qu'ils ne s'effondrent pas en se déplaçant latéralement. Autrement dit, leurs membrures doivent être modélisées comme continues, tandis que les montants et les diagonales sont modélisés comme des barres de treillis. Alors, on va voir ça dans Robot. Donc voilà les modélisations. Ici, si on affiche les attributs avancés des barres, on voit que, si je zoome un peu, voilà, toutes les barres ont été déclarées comme barres de treillis, y compris les membrures. Donc là, effectivement, si on lance le calcul là-dessus, on va se retrouver avec de nombreuses instabilités. Voilà, je fais échappement sur la première, et puis là, vous voyez, en fonction du nombre de nœuds, donc on a pour un moment, je vais arrêter le calcul. Voilà. Donc là, comme je suis sorti du calcul, il faut que Robot nettoie les fichiers temporaires. Et donc je vais vous montrer donc sur un modèle qu'on a passé en portique spatiale et où on appliquait les branlachements. Donc là, si je zoome un peu, attributs, toujours dans les attributs avancés, voilà, on voit que seuls les montants et les diagonales ont été déclarés en tant que barres de treillis. Et si je vais afficher les relâchements, on voit que les treillis sont relâchés à leurs extrémités en connexion avec les autres treillis ou les poteaux. Et donc là, dans ce cas-là, bien sûr, le calcul s'effectue sans instabilité. Voilà. Si je reviens à la présentation,
Donc en cherchant la cause des instabilités dans le modèle précédent, nous avons vu que les membrures doivent être continues. En voici la raison. Si vous appliquez un relâchement à toutes les barres aboutissant à un même nœud, en quelque sorte vous détachez le nœud du modèle et il peut tourner sur lui-même. Il y a une règle implicite qui dit que si n barres aboutissent à un nœud, ou plus n-1 de ces barres peuvent être relâchées en rotation à leur extrémité aboutissant à ce nœud. Dans l'exemple montré sur cette diapositive, une fois les membrures rendues continues, si vous considérez que les moments de flexion dans les membrures sont trop importants, vous pouvez éventuellement appliquer des relâchements partiels à ces barres. Donc il arrive souvent qu'à vouloir relâcher tous les degrés de liberté, cela a pour conséquence que les barres tournent autour de leur port Pax. La manière correcte de résoudre ce souci, dans ce qu'il subvient, c'est de redéfinir les relâchements de façon à ce que la direction Rx soit bloquée. Au cas où cela causerait des valeurs de moment Mx trop importantes, vous aurez à restaurer les relâchements d'origine aux emplacements requis, ou alors à définir des relâchements Rx partiels. Si on va voir ça dans robot. Voilà ma structure, toiture en treillis. Si je lance les calculs, j'ai une instabilité au nœud 581 en UY. Donc, si je regarde ce nœud, c'est un nœud, vous voyez, qui est ici, là, au milieu de ma structure. Alors, pour la détection des instabilités, tous les solvers ne sont pas égaux, on va dire, devant la capacité à détecter les instabilités. Et donc c'est pour ça que souvent, enfin je reviendrai là-dessus, je conseille de passer en solver Skyline. Donc si je passe en Skyline et que je relance le calcul, on voit que ce coup-ci l'instabilité est à un autre nœud en Rx. Donc si je regarde en double-cliquant dessus où ça se passe, on voit que c'est un nœud d'appui ici. Donc comme l'instabilité est de type 3 et on va dire, en fonction des solvers, n'est pas localisé au même endroit, on pourrait suspecter qu'il s'agit d'une instabilité numérique, disons sans conséquence sur les résultats. Mais pour ça, on doit vérifier un certain nombre de choses, notamment déjà les relâchements de la structure. Et là, on voit que la structure est plutôt extrêmement relâchée. Donc on a peut-être un empilement de relâchements. Pour ça, on va regarder quels sont les relâchements qui sont appliqués. Vous voyez sur ce type de relâchement, la direction Rx, donc le propre axe de la barre, est relâché. Donc on va changer ça. Et si là, je relance le calcul, voilà, j'ai plus de message d'instabilité. Donc c'était bien lié au relâchement. Il devait y avoir quelque part un empilement de relâchement et avec la direction Rx. Donc ce qu'on peut vérifier aussi, c'est les résultats des efforts internes des barres, vu qu'on a bloqué la direction Rx. Et si on regarde les extrêmes globaux, ça n'a pas créé de moment de torsion, le fait d'avoir bloqué cette direction pour les relâchements spécifiques. Donc voilà, là tout est OK. Si je reviens à la présentation. Donc, une autre cause d'instabilité peut être liée à l'utilisation excessive de relâchements linéaires. Cela survient souvent en essayant de modéliser, par exemple, des murs de maçonnerie, où l'on souhaiterait ne pas avoir de traction, par exemple, où on applique des relâchements linéaires un peu partout, mais il faudra éviter pour l'occasion de relâcher deux panneaux mitoyens le long de leur bord commun, comme on peut le voir sur cette diapositive. Une autre cause d'instabilité peut être le manque de raideur dans le plan pour les éléments surfaciques, comme on peut le voir pour les panneaux EF qui possèdent des relâchements linéaires en rotation pour tous leurs bords. Donc on va voir ça avec un modèle d'un robot.
Voilà, donc ici j'ai un modèle dans lequel on a déjà résolu l'instabilité. Alors on a résolu l'instabilité par des appuis, donc je vais vous montrer ça, on a rajouté des appuis. Donc si je sélectionne ici les appuis qui s'appellent RZ, et ensuite je vais sélectionner les éléments finis qui ont pour nœud ces appuis, et ensuite je vais sélectionner les panneaux d'après les éléments finis que j'ai sélectionnés précédemment. Une nouvelle fenêtre, et donc hop, si on affiche maintenant les relâchements linéaires, on voit que pour ces panneaux, tous leurs bords sont relâchés. C'est pour ça qu'on a créé ces appuis qu'on voit ici. Donc si maintenant on va, je vais resélectionner les appuis RZ. Donc si je vais supprimer ces appuis et que je relance le calcul, j'ai une instabilité de type 3 en RZ justement. Donc la solution, c'était de déclarer un appui, on peut regarder les propriétés de cet appui RZ, c'est un appui qui est uniquement bloqué en rotation, aucun autre degré de liberté n'est bloqué. Donc je redéclare ces 4 nœuds, si je recalcule, j'ai plus d'instabilité. Et on pourrait penser que du coup on crée des réactions à ces nœuds-là. On crée des réactions pour la direction qu'on a bloquée, mais on voit que le MZ global de ces appuis, on a bien pas de torsion qui est créée, et donc les appuis sont bien efficaces juste pour bloquer l'instabilité. Je reviens à la présentation. Donc parfois il suffit de zoomer suffisamment sur les nœuds dont le numéro est cité dans le message d'instabilité pour trouver ce à quoi est lié le problème. Il arrive souvent que ce soit lié à une accroche manquée, ce qui est aisé à corriger en replaçant le nœud au bon endroit, comme on peut le voir sur la capture d'écran sur cette diapositive. Alors, si on regarde ça dans Robot. J'ai une structure, une toiture. Si je lance le calcul, j'ai une instabilité de type 2 qui apparaît à plusieurs nœuds. Si je sélectionne ces nœuds, on voit que c'est une série de nœuds ici. Et donc si on zoome suffisamment à cette liaison, on voit que en fait les montants sont à côté. Donc une accroche qui ne s'est pas faite. Donc là, comme il y a plusieurs nœuds et que la structure a l'air d'être bien définie par rapport aux lignes de construction, pour éviter de les replacer, de corriger ça manuellement un à un, on peut aller dans correction détaillée de la structure. On corrige par rapport aux lignes de construction la structure entière. J'applique. On voit d'ailleurs qu'il y a pas mal de corrections qui ont été effectuées. Et si là je recalcule, voilà, j'ai plus mon instabilité de type 2. Je reviens à la présentation. Donc, mais le plus souvent, le manque de précision dans la modélisation a comme conséquence de créer des éléments de calcul très courts, donc très raides, ce qui se traduit principalement en instabilité de type 3. Sur cette diapositive, vous pourrez voir les étapes qui devraient vous permettre d'identifier si c'est le cas pour votre modèle. Donc, appliquons cette procédure au modèle que je vous ai montré précédemment. Si je recharge le modèle d'origine,
Donc on a vu que, on va recalculer, on va voir la stabilité de type 2 de nouveau. Sauf que là, on va effectuer différemment la correction. Donc je sélectionne les nœuds qui sont impliqués dans l'instabilité. Et si je vais dans édition, correction détaillée, je corrige toujours par rapport aux lignes de construction, mais ce coup-ci, je corrige par rapport à la sélection, c'est-à-dire les nœuds que j'ai vu mal raccrochés. Et donc si je fais ça, oui, fermer, et que je relance le calcul, à ce moment-là, j'ai une instabilité de type 3 en rotation. Je continue. Donc si on regarde où ça se passe, c'est le nœud d'angle ici. Donc si je zoome, je regarde, je vois que j'ai pas vraiment, j'arrive bien. Il y a un seul nœud commun, ces barres. Donc on se dit que c'est peut-être une instabilité de type 3 de raider. Donc la première chose, comme on a vu dans la procédure, c'est de vérifier les relâchements. Donc si je vais afficher les relâchements sur ma structure, je vois que j'ai pas de relâchement. Donc à ce moment-là, je continue d'appliquer la procédure donnée. Je sélectionne toute ma structure, édition, intersection. Ensuite, je vais dans le tableau des barres, à l'onglet valeurs. Et là, je trie par ordre de longueur. Si je change les unités pour qu'on voit un peu mieux, voilà, je m'aperçois que j'ai plusieurs barres très très courtes, on va dire de l'ordre du centimètre sur mon modèle. Et donc si je sélectionne ces barres, hop, ici, que j'affiche par exemple leur numéro, voilà, et que je zoome pour voir de quoi il s'agit. Donc ici au croisement des contreventements, je vois qu'en fait il y avait un problème de coordonnées, que les barres se croisaient pas vraiment en un même point. Ici, j'ai une panne qui tombe à quelques centimètres d'où elle doit tomber. Erreur qui se reproduit partout. Et puis ici, quand je regarde, en fait c'était mes montants mes diagonales de tout à l'heure qui sont pas dans le plan du treillis. Donc une fois qu'on a localisé sur le modèle quel est le souci, où se trouvent les soucis, on recharge le modèle d'origine et on corrige les erreurs. Alors ou une à une, ou comme tout à l'heure, quand on a fait une correction globale sur le modèle en se raccrochant aux lignes de construction, structure entière appliquée. Où là effectivement, ça résout toutes mes petits éléments de calcul qui étaient très raides. Donc plus d'instabilité de type 3. Alors pour les modèles avec des éléments surfaciques, la même situation peut survenir quand la qualité du maillage est faible. Dans une telle situation, générer un maillage plus régulier devrait suffire à résoudre le souci, comme on peut le voir sur cette diapositive, et aussi sur le modèle d'un robot. Donc là, j'ai une structure avec un plancher. Donc si je fais apparaître le maillage, je vois que ici, je vais enlever les croquis, j'ai des concentrations de mailles. Et donc le fait que j'ai ici un élément barre, ça divise en éléments de calcul cet élément barre. Et donc, quand on calcule, on obtient des instabilités de type 3. Et donc, pour résoudre ça, il suffit d'avoir un maillage qui soit un peu plus propre que ça. Je vais aller dans mes propriétés de maillage, puis avancer. J'enlève maillage régulier, je change la taille de maille. Ok, je supprime le maillage, je le régénère. Là, on voit tout de suite que j'ai un maillage aux endroits concernés qui est beaucoup plus régulier.
Si je relance le calcul, donc tout ce que j'ai fait, c'est changer les propriétés du maillage. Et donc j'ai pu ces toutes petites mailles qui divisaient mes éléments barres en éléments de calcul très courts, et donc qui causaient cette instabilité de type 3. Attention aussi à la définition de vos appuis, surtout en 3D. Les instabilités rencontrées sont souvent dues à un manque de blocage pour les degrés de liberté ne correspondant pas aux charges appliquées, et donc qui sont simplement oubliés ou négligés car considérés comme inutiles. Dans le cas montré sur cette diapositive, il n'y a que 2 appuis, donc nécessairement collinéaires. On a donc, dans le cas du haut, une instabilité en rotation autour du Rx global. Il faut bloquer cette direction dans la définition des appuis. Comme on le voit sur le bas, où on n'a plus l'instabilité. Et ce, même si seules des charges verticales ont été définies. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la règle des n-1 barres relâchées aboutissant à un nœud. Mais même en respectant cette règle, on peut obtenir des instabilités lorsqu'il y a de nombreux relâchements dans un modèle. Sur la capture montrée sur cette diapositive, on peut voir que la règle est respectée, mais étant donné que toutes les barres qui aboutissent à la barre 1267 sont soit des barres relâchées à leur extrémité, du côté de cette barre 1267, soit des barres de treillis, il n'y a donc rien qui empêche la barre 1267 de tourner autour de son propre axe X. J'en profite pour vous faire remarquer que lorsqu'on cherche à identifier les causes d'une instabilité, donc on doit non seulement prêter attention au relâchement, comme je vous l'ai montré, mais aussi aux nœuds compatibles, qui sont une sorte de relâchement, et comme ici aussi, compte les barres de treillis, qui sont considérées comme l'équivalent de barres birotulées. Une cause d'instabilité aussi assez commune pour des structures portiques avec un grand nombre de poutres simplement appuyées et des poteaux rotulés est la rotation de ces mêmes poteaux autour de leur propre axe. La solution la plus simple consiste à bloquer la direction RZ dans les propriétés des appuis attribués à ces poteaux. De toute façon, la rotation autour de l'axe Z global n'est quasiment jamais autorisée dans la réalité pour ce qui s'agit des assemblages de pieds de poteaux. Donc si on regarde ça sur le modèle. Voilà, j'ai un modèle spatial. Quand je lance le calcul, instabilité de type 1 en RZ. Si je regarde les nœuds impliqués, on voit que, alors on voit pas très bien, mais que c'est toutes les têtes de ces poteaux. Donc si je montre les relâchements, on voit par exemple, si je prends ce poteau-là, la tête du poteau elle-même n'est pas relâchée, mais son pied de poteau est relâché en rotation, c'est une rotule pure. Et là, toutes les barres qui aboutissent à cette barre sont relâchées, donc le poteau tourne autour de lui-même. Donc comme je vous l'ai dit, dans ces cas-là, la solution, c'est d'aller dans les appuis. Je vais supprimer les appuis qui ne sont pas appliqués sur la structure, voilà. Et l'appui rotule, on va aller bloquer la direction RZ. Oui. Je ferme, et si je relance le calcul, voilà, j'ai plus mon instabilité. Donc le manque de direction horizontale bloquée pour les radiés peut avoir pour conséquence à la fois des messages d'instabilité, mais aussi une non-convergence du calcul non linéaire dans le cas où on est défini un sol élastique qu'on a déclaré avec du soulèvement autorisé. Même si on a uniquement des charges verticales sur un tel modèle, vous devez appliquer des restrictions pour les directions horizontales. Par exemple, une élasticité représentant la friction peut être définie soit dans l'élasticité du sol, c'est-à-dire dans les propriétés de l'épaisseur appliquée à ce panneau, soit dans les appuis nodaux. Si on regarde ce modèle dans Robot, donc j'ai un appui, j'ai des appuis qui ont été définis, donc si je supprime le type d'appui nodal qui a été rajouté et que je lance le calcul, instabilité en UY, voilà, pas d'appui, et puis le calcul non linéaire dû au fait qu'on
on donne un soulèvement, peut pas s'effectuer du fait de l'instabilité. Donc si on, alors l'appui, vous voyez que c'est juste un appui où on a donné une élasticité horizontale très faible pour les deux directions horizontales. Et donc si on applique cet appui à tous les nœuds de mon panneau et que je recalcule, voilà, le calcul s'effectue sans plus d'instabilité. La cause d'instabilité qui est décrite sur cette diapositive s'applique aussi au portique dont les résultats semblent corrects à première vue et qui suggère que l'instabilité signalée par le logiciel peut être ignorée. Donc là, vous voyez que si on revient sur le modèle, donc on a un simple portique. Si on affiche les relâchements de ce portique, on voit qu'il y a pas mal de relâchements en tête de poteau et que les appuis sont des rotules. Si on calcule, on a une instabilité en RZ. Mais si on regarde les déplacements, voilà, les déplacements paraissent a priori corrects. Par contre, il suffit qu'on rajoute un chargement pour les directions horizontales. Je vais mettre 1 kg ajouté et que j'applique ça à un nœud de la structure. Si je recalcule, toujours la même instabilité. Et si on regarde les résultats, ce coup-ci, les résultats de déplacement, voilà, on voit nettement que il y a un souci. Donc il y a un souci dans la conception de la structure. Là, dans ces cas-là, il faut simplement contreventer la structure si on veut garder cet état de relâchement. Les instabilités peuvent aussi être causées par une caractéristique manquante sur la section d'une barre. Dans le cas montré sur cette diapositive, on obtenait une instabilité de type 3 de raideur et on pouvait voir dans la note de calcul complète qu'on obtient par menu déroulant analyse, note de calcul complète. Dans le début de la note, ce qui est montré ici en dessus de la vue du modèle, à savoir un écart de raideur sur la diagonale de la matrice de rigidité après décomposition d'environ 10 puissance 19. Et une fois corrigé ce problème d'inertie de torsion qui était nul, donc le robot quand il calcule prend une inertie de torsion mais qui est très faible par rapport aux inerties Y et IZ, d'où l'instabilité de type 3. Donc une fois corrigé et mis une inertie correcte pour cette section, l'écart qu'on obtenait dans la note de calcul, donc on passait de 10 puissance 19 à 10 puissance 8. Donc un écart bien moindre et donc plus d'instabilité de type 3 entre guillemets de raideur. Si je reviens à la présentation. Donc pour les panneaux éléments finis pour lesquels on a défini une épaisseur orthotropique, il faut faire attention à la direction qu'on utilise. Elle ne peut être une direction correspondant à la direction perpendiculaire au panneau. C'est pourquoi nous suggérons d'utiliser la direction automatique qui correspond alors à la direction X locale du panneau, plutôt que d'essayer de rattacher la direction de l'orthotropie à une des directions du repère global. Donc on va voir ça sur un petit exemple d'un robot, sur lequel il y a d'ailleurs une autre cause d'instabilité. Donc voilà mon modèle, je lance le calcul. La instabilité de type 1. Voilà, et instabilité de type 2 aussi. Si je sélectionne les nœuds impliqués dans l'instabilité de type 1, je vois qu'ils ont l'air à peu près tous localisés. Alors on va voir ça un peu mieux en disant que je veux sélectionner les éléments finis rattachés à ces nœuds. Et je veux même sélectionner les panneaux auxquels ces éléments finis appartiennent. Voilà, si je joue dans une nouvelle fenêtre,
Voilà mes 4 panneaux. Si j'affiche dans les attributs d'affichage, description des panneaux, leurs épaisseurs, appliquer, voilà, on voit qu'on a plusieurs types d'épaisseurs, et donc si je vais dans les épaisseurs, éléments finis, j'enlève celles qui ne sont pas appliquées sur le modèle, que je vais voir cette épaisseur-là, qui est une épaisseur orthotrope, qu'on a définie pour la direction X, la direction de l'orthotropie. Direction X, c'est la direction globale, donc elle est perpendiculaire au panneau. Donc il faut corriger ça en passant en automatique. Ce sera à ce moment-là la direction X locale du panneau. On a aussi cette épaisseur 300. Pareil, direction X. Je passe en direction automatique. Voilà. Et donc, si je recalcule, je vois que j'ai toujours une instabilité, mais ce coup-ci type 2 a un nœud. Simplement un nœud. Si je regarde, si je sélectionne ce nœud sur la structure, je vois que c'est un nœud ici. Je vais aller sélectionner les barres qui aboutissent à ce nœud. Je vous dans une nouvelle structure. Donc si j'affiche les relâchements, voilà, je vois que ça c'est un mécanisme. On a deux barres qui sont birotulées qui aboutissent à un même nœud. Donc ça veut dire qu'il faut modifier ça. Donc je prends une des, je vais enlever la rotation autour de son propre axe. Oui, ok, fermé, et je vais appliquer ça là et là. Voilà, et là si je relance le calcul, voilà, je vois que j'ai plus d'instabilité sur ce modèle. Donc les instabilités peuvent aussi être causées par un problème dans une définition incorrecte dans les caractéristiques de matériaux. Si on a des caractéristiques qui sont extrêmement faibles, bon là c'est un peu exagéré ce qui est montré là, mais on peut obtenir des instabilités qui sont dues aux propriétés de matériaux qui sont très faibles. Alors l'utilisation des liaisons rigides Airlink, c'est cette option dans les préférences de la tâche. Donc ça augmente la différence de raideur pour la matrice de rigidité, et cet écart peut alors se trouver passer au-delà de la limite prédéfinie pour un solveur donné. C'est ce que nous avons expliqué quand on parlait des instabilités de type 3 de raideur. Donc cette instabilité peut alors être ignorée, mais seulement après avoir déterminé si on est bien dans ce cas-là. Comme les méthodes de résolution multiprocesseur sparse, qui sont plus souvent utilisées quand on est en méthode de résolution automatique, utilisent des éléments de type RLink quand on a modélisé des liaisons rigides. Il faut alors essayer si en passant le solver en skyline, l'instabilité est toujours signalée. Donc si on regarde ça dans Robot, j'ouvre ce modèle. Donc si on affiche les sections, on voit que l'utilisateur a voulu modéliser un espèce de noyau de voile très, très rigide. Donc si je calcule ça, j'ai une instabilité de type 3. Et si je vais voir dans les préférences de la tâche, donc là je suis en solver automatique, donc on a dit essayer en passant à Skyline. Et je décoche les liaisons rigides de type Airlink pour avoir des liaisons rigides, on va dire, équivalentes à des liaisons cinématiques. Si je recalcule, voilà, à ce moment-là, j'ai plus d'instabilité. L'instabilité était bien due à ces éléments rigides de type Airlink. Alors, nous allons maintenant vous montrer différentes étapes utilisées pour déterminer les causes des instabilités et les vérifications effectuées de façon à décider si le fait d'ignorer ces instabilités aurait ou pas une influence néfaste sur les résultats obtenus. Donc, on va charger le modèle d'un robot.
Donc là, le fichier, qui est un peu plus conséquent, arrive avec ses résultats. Parce que pour avoir une bonne détection des instabilités, on utilise ici le solver Skyline. Et donc du coup, ça fait que le calcul est malheureusement plus long. Mais au moins pour avoir, on a sauvegardé le fichier avec ses résultats pour montrer ça. Mais on peut voir que ici, en allant dans Analyse, message de calcul, quand on avait obtenu un message d'instabilité au nœud 514 de type 3 en rotation, voilà. Et si on regarde les résultats de déplacement, je vais à l'onglet Extrêmes globaux. Vous voyez que ça correspond à la direction RY. Ici, on se retrouve avec des résultats complètement incohérents en rotation autour de RY. Donc, comme le modèle est relativement volumineux, pour essayer d'identifier quelle est la cause, on va simplifier ce modèle et on va dire, éliminer des étages pour se concentrer là où est en fait situé le nœud 514 pour l'instant. Je supprime ça. Je vais aller supprimer ma liaison rigide à l'étage inférieur. Hop. Voilà. Si je repasse là, que je sélectionne ça, je supprime. Hop. On se retrouve. Voilà. On va recréer les conditions limites. Donc on va aller remettre des appuis à ces nœuds. Voilà. Et donc là, si je relance le calcul, je vois que j'ai toujours la même instabilité au même nœud 514, donc qui se trouve dans ce niveau-là, et c'est toujours la même instabilité. Et si je regarde mes résultats de déplacement, à l'onglet Extrêmes globaux, voilà, je vois que j'ai toujours mon problème effectivement de rotation trop importante. Donc on a toujours bien un problème malgré la simplification. Donc on va regarder ce qui se passe d'un point de vue relâchement. Hop, on va enlever les liaisons rigides pour pouvoir voir un peu mieux. Paramètres avancés. Voilà. Je vois qu'ici j'ai un peu des concentrations. Si je vais regarder les relâchements qui sont appliqués à ma structure, on applique ceux qui ne sont pas appliqués. Quand je regarde mes relâchements, ok. Je vois que ici j'ai la direction Rx locale des barres qui est relâchée, donc je vais aller changer ça. Celui-là, pas de souci. Donc si je relance le calcul maintenant, ce coup-ci l'instabilité est toujours type 3, montre au nœud 101, et elle est selon UX. Si je regarde où est ce nœud 101, je vois que c'est un nœud ici, le nœud central d'un contreventement. Et par contre, si je regarde mes résultats de déplacement, toujours, je vois que par contre, j'ai résolu le problème de la rotation. En tout cas, je l'ai réduit. Donc, si ça fonctionnait sur le modèle simplifié, ce qu'on va faire, c'est que on va recharger le modèle complet. Et on va faire la même modification de relâchement. Hop, hop. On a vu que c'était celui-là où on avait le Rx qui était relâché. Oui. Okay. Et si je recalcule, donc là on voit que comme on est en Skyline, comme je l'ai montré au début, le calcul est plus long.
L'inconvénient de cette méthode, il est plus long qu'en utilisant le solver automatique, c'est-à-dire ou sparse ou multiprocesseur. Pardon. Mais pour le cas, étant donné que on recherche l'instabilité, c'est vraiment important d'utiliser ce solver Skyline, même si pour la recherche de l'instabilité, ça prend plus de temps lorsqu'on calcule, surtout qu'on itère souvent dans la recherche, quoi. Donc là, une instabilité au nœud 99 en UX. Si je vais voir où ça se passe, voilà, ici, là, c'est aussi un nœud de contreventement dans un autre étage, donc équivalent au nœud 101 sur le modèle simplifié. Et là aussi, si on regarde les déplacements, je vois que mes déplacements sont toujours corrects. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe à ce nœud 99. Donc pour ça, je vais créer un nouveau cas de charge. Et dans ce cas de charge, je vais aller appliquer. Donc l'instabilité était en UX, donc je vais aller appliquer 1 kN et je vais l'appliquer au nœud 99. Voilà, si j'affiche mon chargement, vous voyez, j'ai appliqué une charge selon le X global à mon nœud 99. Et donc, si je relance le calcul, donc on va vérifier spécifiquement ce qui se passe à ce nœud 99. Pourquoi c'est sur lui qu'est signalée l'instabilité. Comme était signalée l'instabilité sur le nœud équivalent dans le modèle simplifié. Toujours instabilité UX au nœud 99. Et si je regarde mes déplacements, alors là c'est mes déplacements globaux, je sélectionne juste le cas que j'ai créé, et là je m'aperçois que effectivement au nœud 99 j'ai des déplacements horizontaux qui sont assez importants selon UX justement, 7 cm sur ce nœud là. Donc ce qu'on va faire, c'est quand donc le nœud est sélectionné, je vais sélectionner les barres qui aboutissent à ce nœud. Je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. J'enlève mon chargement et si j'affiche les croquis, je m'aperçois que en fait mon contreventement ce sont des plats. Donc si on regarde ici la section, on voit ici le nom de la section qui s'affiche BR. Donc je vais aller regarder ce que c'est que cette section. Je supprime tout ce qui n'est pas appliqué dans le modèle. Et donc ma section BR, en fait on s'aperçoit que c'est un I reconstitué, mais qu'on a fait un plat en mettant en valeur de B l'épaisseur de lame. Donc comme c'est un plat, donc latéralement il n'y a vraiment pas de résistance. Donc soit ces barres de contreventement, on devrait les déclarer comme des barres en traction seule, pas qu'elles puissent prendre de la compression. Soit remplacer ces sections par une section, disons, qui a une meilleure résistance latérale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner toutes les barres de ce type BR, voilà, et on va
appliquer une nouvelle section. Hop, on va prendre une section en I, un peu, voilà, un HEA de 100. Hop, j'ajoute et je l'applique à toutes ces barres. Je les remplace, appliquer. Voilà, et on recalcule le modèle comme ça. Voir ce qu'il en est une fois qu'on essaye de réduire le point qui était signalé comme point le plus faible, c'est-à-dire ce nœud 99. Une fois le calcul terminé, on va vérifier tout d'abord justement qu'est-ce qu'il en est de ce déplacement du nœud 99. Encore une instabilité, donc en RY, ce coup-ci un autre nœud, 10839. Mais en tout cas, si on regarde les résultats de déplacement, et que je sélectionne mon nœud 99, pour le cas de charge pour lequel on comparait, voilà, on voit qu'il y a juste quelques millimètres, donc on a bien réduit de ce côté le déplacement latéral, mais si on regarde le déplacement de tout mon modèle, on s'aperçoit que on a des déplacements verticaux qui sont relativement importants. Donc si on essaie de voir pourquoi c'était cet état, hop, supprimer mon chargement et je vais afficher mes sections. Je vois que j'ai des sections qui sont déjà relativement importantes sur le modèle. Or, on se souvient que donc on pourrait augmenter pour essayer de diminuer ce déplacement vertical, augmenter les sections, mais elles sont déjà suffisamment importantes. Et on se rappelle que on avait des relâchements sur le modèle. Donc ça, c'est pas très cohérent. On a des relâchements sur des barres qui ont des grandes hauteurs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que au lieu de considérer que les relâchements sont des relâchements purs, vu les hauteurs des sections, on pourrait définir les relâchements comme étant des relâchements partiels. Donc, on va sur élastique et on va entrer un coefficient de rigidité. On va dire le relâchement n'est plus un relâchement pur, mais il va reprendre 10%, 10% des moments de flexion, hein, vu la hauteur des barres. Hop, on va le faire pour tous les types de relâchements appliqués dans le modèle. Élastique. 10. Hop. Ça c'est bon. OK. Et OK. Et donc, si maintenant je relance le calcul, donc on avait une instabilité de type 3 qui était signalée au nœud 10839 en rotation. On va voir ce qu'il en est maintenant. Il faut modifier, c'est avoir transformer les relâchements purs en relâchements partiels. Donc, on va la regarder cette instabilité. C'est plus la barre 10 000 le nœud 10 000 et quelques, mais le nœud 11 821. Hop, si on va essayer d'afficher, pour vous voir peut-être plus clairement, on va sélectionner les barres qui sont associées à ce nœud-là.
voit que c'est une barre ici. On va afficher les sections. Barre dans mon plancher. Voilà. Alors, il faut contrôler aussi donc que le changement qu'on ait fait sur les relâchements soit bien effectif. Voilà, on a bien réduit les déplacements en verticaux. On avait presque 9 cm tout à l'heure. Et donc pour ce qui s'agit de ce nœud, donc on a une instabilité en Rx globale, donc c'est une instabilité en rotation, quelque part en torsion de cette barre. On voit que à l'étage supérieur ici, on a une barre équivalente et qu'elle est quelque part maintenue sur le côté, en tout cas sa rotation, la rotation de ces barres-là, en torsion est maintenue ici et que cette barre n'existe pas aux étages inférieurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette barre aux étages inférieurs. Pour réduire donc le déplacement, la torsion, disons, des poutres principales. Et donc, si maintenant je relance le calcul, donc toujours ces temps de calcul pour la méthode de résolution Skyline, mais qui est nécessaire lorsqu'on a un problème complexe d'instabilité, pour être sûr d'identifier correctement ce qui se passe. Donc toujours une instabilité en Rx, mais ce coup-ci un autre nœud de type 3. Je passe l'instabilité. Et donc si on va voir de nouveau mes résultats de déplacement, je vois que pas grand-chose n'a changé en fait. J'ai à 1 ou 2 mm près, j'ai exactement les mêmes résultats. Donc en fait, on se retrouve avec une instabilité de type 3 en rotation qui, suite à la dernière modification, passe d'un nœud à un autre, passe à un autre endroit de la structure. Donc ce qu'on va faire comme hypothèse, c'est que c'est une instabilité, on va dire mathématique, une instabilité de raideur. Donc par rapport à la raideur du modèle, on voit quand même que on a toutes ces liaisons rigides qui sont faites pour raidir les dalles dans leur plan. Et on va vérifier si c'est pas si l'instabilité elle n'est pas causée justement par ces raideurs importantes. Donc on va aller liaison rigide. Je supprime tout ce qui n'est pas appliqué. Et donc je vais aller supprimer toutes mes liaisons rigides. Appliquer. Voilà. Si je relance le calcul, parce que si on voit que la matrice est complètement différente et le calcul est d'ailleurs bien plus rapide et on n'a pas eu d'instabilité, donc même pas d'instabilité de type 3. On avait donc bien une instabilité de raideur qui était causée par ces liaisons rigides. Si on regarde quand même pour vérifier les déplacements, on voit que bien sûr j'ai des déplacements horizontaux qui sont plus importants qu'augmentés, ce qui est normal parce que les déplacements horizontaux étaient limités par le raidissage des dalles que j'ai supprimé. C'était vraiment fait pour raidir le modèle horizontalement.
Donc, en conclusion, on peut exploiter le modèle avec ses liaisons rigides en ignorant l'instabilité. C'est bien une instabilité de Raider qui n'aura donc pas d'influence dans ce cas-là, d'influence néfaste sur les résultats. Voilà. Si je repasse maintenant ma présentation. Oui, donc les erreurs fréquentes par rapport aux instabilités qu'on retrouve souvent quand on nous signale des problèmes d'instabilité. Par rapport au relâchement linéaire, n'appliquez pas de relâchement linéaire sur le bord libre des panneaux. Vous aurez des instabilités qui vont se créer à cause de ça. Vérifiez bien aussi que vous avez contrôlé, comme on l'a vu, les résultats RDM des cas statiques avant d'effectuer un calcul dynamique ou non linéaire. Sinon, vous allez tomber sur l'erreur qu'on a eue tout à l'heure, l'erreur 3060. La même chose lorsque vous analysez des résultats issus des modules de dimensionnement réglementaire, que ce soit le ferraillage ou le dimensionnement acier, toujours sans avoir vérifié les résultats statiques des cas simples d'abord. Pas vous retrouver à regarder des résultats qui seraient faux du fait d'instabilité que vous avez passé. Et puis, quand on part du principe qu'une instabilité de type 3, c'est forcément une instabilité de Reader qui peut être ignorée, car elle n'a pas d'influence sur les résultats. On a vu dans le dernier modèle et les modèles précédents que c'était pas forcément systématiquement le cas, qu'on pouvait avoir des instabilités de type 3 qui n'étaient pas des instabilités de Raider et qui faussaient les résultats. Ça on l'a vu, lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous pensez que l'instabilité signalée n'est pas justifiée et qu'elle n'a pas de raison d'être, vérifiez bien votre modèle, faites un passage en utilisant la méthode de résolution Skyline. C'est vraiment le solver le plus précis et exact pour la détection du type et l'emplacement d'une instabilité. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les solvers n'ont pas tout à fait la même sensibilité par rapport à la détection des instabilités. Comme les temps de calcul pour les modèles des modèles un petit peu de taille importante peuvent être conséquents et que vous aurez peut-être, comme on l'a fait, itérer plusieurs fois ces calculs pour la recherche des causes d'instabilité, vous pouvez par exemple réduire la taille du modèle en supprimant des étages, comme on l'a fait dans la démo précédente, et en remplaçant les conditions limites par des conditions limites équivalentes. La même chose peut être réalisée pour de gros modèles avec des chargements en triangle et trapèze nombreux. Vous réduirez les temps de recalcul en supprimant les bardages. Vous éviterez aussi par là même une instabilité de Raider qui serait due à un bardage mal modélisé, un de ces angles s'accrochant sur la barre à quelques centimètres du nœud où il aurait dû s'accrocher. Cela créera un élément de calcul très court. Voilà, instabilité de type 3. Un constat aussi intéressant dans le cas d'instabilité de type 1 et 2, localisez dans votre modèle le nœud dont le numéro est indiqué dans le message d'instabilité et contrôlez ce qui se passe à ce niveau-là en affichant les relâchements, les déformés exacts, etc. Car la cause de l'instabilité s'y trouve sûrement, ce qui n'est souvent pas le cas pour les instabilités de type 3, surtout lorsqu'elle est une instabilité de type 3 de Raider, on l'a vu, qui se déplace au fur et à mesure qu'on modifie ou qu'on corrige le modèle. Enfin, si vous utilisez le gestionnaire de calcul pour calculer plusieurs modèles sélectionnés, comme à ce moment-là vous n'avez pas une visibilité des messages, vous retrouverez la liste complète des instabilités dans le répertoire qui est montré sur ce slide. Enfin, comme le sujet du prochain webinaire c'est l'API de robot et les macros, nous avons décidé de ne pas vous montrer celle-ci. Ce sont des macros qui sont spécialement conçus pour détecter les éléments de calcul court, mais vous pourrez, si vous le désirez, aller regarder comment fonctionnent ces macros avec les liens affichés sur cette diapositive. Donc nous arrivons à la fin de cette session. Désolé, je savais que ça allait prendre un peu plus de temps que d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions via le panneau dédié de l'application GoToWebinar. Nous tenterons de vous répondre durant cette session. Alors, merci François pour la présentation. On a eu quelques questions. La première concerne le fait que visiblement certains logiciels conçus par d'autres éditeurs ne reporteraient pas forcément des instabilités, contrairement à Robot. Et la question était en fait portée sur le fait de savoir pourquoi ces instabilités sont reportées par Robot. Donc on a répondu à cette question en expliquant qu'effectivement la décision de reporter ou pas ces instabilités est un choix quelque part qui est difficile pour un éditeur.
C'est-à-dire que les reporter de manière un peu systématique comme robot peut laisser apparaître le fait que le programme a systématiquement des difficultés euh, pour avoir la convergence du calcul, on va dire, dans quelle que soit la situation. Euh, mais d'un autre côté, ne pas les reporter serait quelque part dangereux euh, et permettrait d'avoir finalement des résultats qui seraient exploités dans des situations qui ne permettraient pas d'avoir de convergence du calcul. Euh, il est aussi à noter que certains, comme le disait François, certains solvers, donc tous les solvers existants ne sont pas tous implémentés dans Robot, et certains solvers probablement implémentés dans les logiciels concurrents ne permettent peut-être pas la détection de ces fameuses instabilités. Et peut-être que ces solvers les ignorent tout simplement. Après, on ne connaît pas exactement le fond, puisqu'on ne connaît pas de quelle manière ces produits sont conçus. Ensuite, en termes de questions concernant sur le sujet des instabilités, on en avait une donc, qui avait pour but de résumer finalement les différents types. Donc, j'avais répondu dessus, à voir si tu avais des choses à rajouter dessus. Donc, l'utilisateur disait en résumé, type 1, défaut de modélisation. Type 2, défaut de modélisation également qui apparaît en phase de calcul au niveau de la matrice inverse. Et type 3, il faut analyser les jonctions et les raideurs. Donc, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter à ce sujet-là, mais bon, je pense qu'on a fait quand même le tour de tous les différents types dans la présentation. Ouais, c'est exactement ça. L'instabilité de type 3 peut être une instabilité de trop grande différence de raideur dans le modèle. C'est cette instabilité de raideur la seule qui n'a pas de conséquences sur les résultats. Donc quand vous avez une instabilité de type 3, a priori, vous ne savez pas si c'est une instabilité de raideur ou une instabilité réelle. On a vu des cas dans les exemples montrés où on avait une instabilité de type 3 avec une influence néfaste sur les résultats. Donc là, pas de solution. Il faut, enfin, pas de conclusion facile. Il faut enquêter un petit peu et analyser le modèle comme on l'a fait sur les différents exemples pour être sûr que l'instabilité est bien une instabilité de raideur, ce qui est la seule qu'on puisse ignorer. Alors, on a une question qui vient d'arriver sur le fait, donc est-ce que les instabilités de type 3 alors n'ont aucune influence, même à une échelle faible, et aussi sur la vérification? Alors j'imagine que le but de la question est de dire est-ce qu'on peut systématiquement négliger les instabilités de type 3? Donc comme on l'a vu dans la présentation, il faut quand même faire attention puisque quelquefois on peut se retrouver dans le cas où l'instabilité est en fait une instabilité plutôt globale, et pas seulement une instabilité numérique type trop grosse différence de raideur, et à ce moment-là on risque d'exploiter des résultats qui seraient tout simplement incorrects. On a une question qui nous explique que quelquefois une instabilité peut ne pas apparaître en statique mais apparaît en dynamique. Que faut-il faire dans ce cas? Là, c'est peut-être plus une histoire de choix de solver. On l'a vu, la sensibilité à la détection des instabilités des différents solvers. Si vous avez une instabilité qui n'apparaîtrait pas pendant le calcul statique, qui apparaît pendant le calcul dynamique, moi, ce que je vous conseille, c'est, comme on l'a vu, de repasser le fichier avec le solver Skyline et voir, ça se trouve à ce moment-là, votre instabilité apparaîtra pour le calcul statique. Le truc, c'est que ça risque d'être bloquant de passer une instabilité et d'essayer de passer un calcul modal derrière. Vous risquez de tomber sur l'erreur dédiée à ça, qui est l'erreur 3060, quoi. Et vous ne pourrez pas exploiter vos résultats de votre analyse modale. On a une autre question donc, qui vient d'arriver. Faut-il bloquer un nœud suivant RZ comme un panneau articulé sur 4 bords? Donc je crois que tu avais montré un exemple à ce sujet-là. Oui, si on a c'était un de mes exemples, si on a des panneaux qui sont relâchés sur les quatre bords, on va avoir une instabilité en RZ qui va apparaître, et il suffit à ce moment-là de bloquer un de ces nœuds de ce panneau par un appui nodal qui sera uniquement bloqué pour la rotation RZ. On a vu en plus dans l'exemple que je vous ai montré que ça ne crée pas forcément euh, de, de, de moment à cet appui.
Donc c'est plus une instabilité, on va dire mathématique, mais qu'il faut quand même vérifier qu'elle n'est pas gênante. Donc voilà, vaut mieux s'en prémunir, comme on l'a fait en bloquant par des appuis RZ. Bon, visiblement, la question portait plus, a priori, donc on a eu une précision à l'instant, portait plus sur le panneau rideau plutôt que sur un panneau élément fini. Donc normalement sur un panneau rideau il n'a pas d'élément fini surfacique, donc pas de nœud dans son plan. C'est plus ou moins un bardage, un panneau rideau. Donc normalement il ne devrait pas y avoir besoin de bloquer en RZ euh, un quelconque nœud dans le plan de ce panneau. Après, à vérifier si vous avez un modèle dans lequel vous auriez des instabilités justement a priori dues à la présence de ces panneaux rideaux. À ce moment-là, vous pouvez nous envoyer le modèle via le forum par exemple, et puis on regardera. Donc là, a priori, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Ok, comment on va pas vous retenir trop longtemps, comment on a déjà dépassé le temps normalement imparti. Comme d'habitude, comme on l'a précisé au début, la présentation, le support de présentation de ce webinaire sera téléchargeable sur la page des feedbacks sur le forum français de robots, et vous retrouverez aussi le lien vers l'enregistrement de ce webinaire sur notre channel YouTube. Et donc le prochain webinaire aura lieu le 26 janvier. Il concernera les API et les macros qu'on peut faire dans Robot. Voilà, merci désolé d'avoir pris un peu plus de temps que d'habitude, et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire, et à la prochaine. Merci, au revoir.